Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h, 19h08 aujourd'hui de Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce jour. Le redressement, c'est pour dans 5 ans et sur 5 ans. Jean-Marc Ayrault mise en effet sur la durée pour mettre en œuvre toutes les réformes, le quinquennat. Mais nous ne renonçons à rien, lance-t-il lors de son discours de politique générale. Le Premier ministre qui en appelle au patriotisme de tous, dont les chefs d'entreprise et les plus hauts revenus, les mesures budgétaires et fiscales confirmées, mais le terme de rigueur est rejeté. L'actualité du jour marquée aussi par une série de perquisitions au domicile, dans les bureaux et le cabinet d'avocats de Nicolas Sarkozy, dans le cadre de l'affaire Bettencourt et en rapport bien sûr avec le financement de la campagne de 2007. Édition spéciale, bien sûr, ce soir sur le discours de politique générale du Premier ministre avec des représentants du PS, de l'UMP, du Front de gauche et du centre, Gaëtan Gors, François-Noël Buffet, Éric Bocquet et Jean-Marie Wallerenberg sont avec nous. Autant de sénateurs, bien sûr, qui ont entendu aujourd'hui le discours de politique générale dans la bouche de Laurent Fabius. Et dans une ambiance houleuse au Sénat, nous le verrons. Le ministre des Affaires étrangères a donc lu ce discours au même moment que le Premier ministre, lequel sera bien présent demain au Sénat pour un discours qui sera axé sur les collectivités territoriales, un axe de réforme important. À l'Assemblée, on le voit, le rituel s'est déroulé face à un hémicycle souvent frondeur à droite. Jean-Marc Ayrault devant s'interrompre quelques minutes pour permettre à un élu socialiste victime d'un malaise passager, Patrick Vignal, de quitter les travées. Mais Jean-Marc Ayrault a pu faire passer son message avec le style que lui connaissent les députés de longue date. Paul Buffard. Plus d'1h30 de grand oral, avec beaucoup de sérieux dans le style et surtout sans effet de manche. Jean-Marc Ayrault livre les grands axes du quinquennat et déroule sa feuille de route. Sur un ton volontaire, il sonne la mobilisation. Le socialiste en appelle au patriotisme économique, loin de faire de la finance son adversaire. Non, je ne suis pas l'ennemi de l'argent. Mais je ne considère pas les gens auxquels je parle en fonction de leur patrimoine et de leurs revenus. Patriotisme fiscal aussi, le Premier ministre veut la vérité. Maîtrise des dépenses publiques, oui, mais nouvelles recettes fiscales aussi. Ah oui, oui, oui. La volonté du gouvernement, de ce gouvernement, c'est de solliciter d'abord ceux qui jusqu'ici ont été exonérés de l'effort collectif. Rompre avec le style Sarkozy dans son discours, Jean-Marc Ayrault ne veut pas combattre l'inertie par l'agitation. Il veut prendre le temps d'écouter, d'évaluer, de décider. Les Français ne nous ont pas donné un mandat pour gouverner 100 jours, mesdames et messieurs les députés, mais 5 ans. Prendre le temps, sans rigueur ni austérité, le quinquennat est placé sous le signe de la justice. 45 secondes d'applaudissements, les députés de la majorité se lèvent. La justice, donc, au programme, pas la rigueur. Ce mot est rejeté par le Premier ministre, notamment au sujet de la fonction publique, dont les effectifs sont stabilisés, a-t-il insisté. Mais la dureté des temps et l'impératif de réduire les déficits étaient au cœur du discours. Elisa Bertolomé. Pas d'austérité, Jean-Marc Ayrault s'y refuse. Pas de croissance non plus, les prévisions ont été abaissées. 0,3 au lieu de 0,7% en 2012, 1,2 au lieu de 1,7% en 2013. Pour redresser la France, le gouvernement privilégie 2 axes, réduire les dépenses et une réforme fiscale capable d'agir sur les recettes. La réduction du déficit d'abord. La promesse de François Hollande d'un retour à l'équilibre en 2017 est confirmée. Pas de diminution du nombre de fonctionnaires, mais un redéploiement des effectifs dans les ministères clés, éducation, intérieur, justice. Des secteurs que le gouvernement considère comme des priorités. Elles seront respectées, sans pour autant creuser nos déficits et notre dette. Cela exigera des choix dans tous les autres secteurs. Une importante réforme fiscale ensuite. Elle aura lieu en 2 temps, avec le collectif budgétaire de 2012 et lors du budget 2013.
L'augmentation de l'imposition des plus riches, la mise à contribution des grandes entreprises, la taxation des revenus du capital sont avancées. La hausse de la TVA, prévue pour le 1er octobre, sera, elle, abrogée. Voilà le chantier, le grand chantier de la réforme fiscale. Maîtriser la dépense publique, je l'ai dit d'un côté, trouver de nouvelles recettes fiscales, voilà le préalable au redressement de notre pays. Redressement et justice ont été les maîtres mots de Jean-Marc Ayrault. Pas question de rigueur non plus, le Premier ministre en a appelé au patriotisme des Français. Et en plus d'une heure et demie, il y a eu d'autres annonces de Jean-Marc Ayrault. Plusieurs concernent les élus locaux, comme la multiplication par 5 des sanctions financières frappant les villes qui ne construisent pas assez de logements sociaux. Tour d'horizon de ces mesures annoncées avec Mounir Soussi. La mesure était attendue. Le Premier ministre confirme aujourd'hui l'ouverture du droit au mariage et à l'adoption pour les couples homosexuels et précise le calendrier. La réforme sera engagée au premier trimestre 2013. La déclaration de politique générale de Jean-Marc Ayrault se résume à un calque fidèle du programme de François Hollande, mais une annonce choc est venue bousculer la liste des engagements. Le gouvernement veut multiplier par 5 les sanctions contre les mairies en infraction avec la loi SRU, qui oblige les communes à construire au moins 20% de logements sociaux. Toujours sur le logement, le Premier ministre précise que le plafond du livret A, qui finance l'habitat social, sera dans l'immédiat simplement relevé et non pas doublé comme promis pendant la campagne. Enfin, le chef du gouvernement tient à engager un nouvel acte de décentralisation. Dans sa ligne de mire, la suppression du conseiller territorial et l'ouverture d'un projet de loi sur les collectivités avant la fin de l'année. Des mesures qu'il devrait préciser demain devant les sénateurs au Palais du Luxembourg. Beaucoup de réactions, bien sûr, dans la foulée de ce discours, et elles seront en direct sur ce plateau, donc dans un instant, avec nos 4 invités. François Chérec, lui, le secrétaire général de la CFDT, invité de Preuve par 3, réagit sur le thème de la rigueur. La rigueur, elle ne me plaît pas parce que c'est quelque chose de difficile pour la population. Mais en même temps, je sais très bien, et la CFDT le dit depuis très longtemps, nous ne pouvons pas continuer à transmettre des dettes excessives à nos enfants. Ça, c'est un élément essentiel. C'est globalement quel est l'héritage derrière. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population qui fait des efforts. Par contre, la rigueur est acceptable. Si la partie de la population qui est en difficulté, on pense à eux et on les aide. Voilà les conditions donc, que met François Chérec pour accepter ou rendre acceptable la rigueur, à retrouver à 22h30 sur Public Sénat. Le secrétaire général de la CFDT est l'invité donc de Preuve par 3. Plusieurs échanges vifs au Sénat dans la foulée du discours de politique générale. La présidente du groupe communiste, soutenue par l'écologiste Jean-Vincent Placé, a ainsi interpellé Roger Karoutchi, le sénateur UMP, avait comparé le PCF à l'extrême droite. À d'autres moments, on s'est approché de l'incident de séance. Il travaillera en liaison avec les territoires. Les PME seront... Madame, nous avons noté que vous étiez présente. Les PME seront l'objet d'un soutien déterminé. Madame, permettez-moi de vous dire, le Sénat est cité souvent pour sa courtoisie et le respect des autres. Je vous demande d'avoir la gentillesse de vous en souvenir cet après-midi. Vous nous avez déshonorés. Vous avez déshonoré la France en assimilant les communistes à l'extrême droite. Je ne vous le permets pas. Jamais nous ne mêlerons nos voix aux vôtres. Jamais. Ce qui serait intéressant, au-delà du fait que vous pourriez présenter des excuses pour les 5 dernières années, pour avoir mis le pays dans cette situation. Oui. Au-delà de cette situation, il eût été intéressant d'avoir des propositions, des discussions. Vous pourriez dire, nous voudrions répondre politiquement à la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ça nous intéresse. Voilà, et la dame donc, qui était interpellée au départ était Madame Joissin, sénatrice UMP des Bouches-du-Rhône. Une série de perquisitions aujourd'hui visant Nicolas Sarkozy, son domicile parisien, en tous les cas celui de son épouse, et ses bureaux, ceux mis à sa disposition par la République et ceux de son cabinet d'avocats, ont en effet reçu la visite des policiers dans le cadre de l'affaire Bettencourt et du financement de la campagne de 2007. Jérôme Rabier.
2 semaines à peine après avoir perdu son immunité présidentielle, voilà Nicolas Sarkozy dans le viseur de la justice. Le juge Jean-Michel Gentil, chargé du dossier Bettencourt, a perquisitionné ce matin 3 lieux fréquentés par Nicolas Sarkozy. Son nouveau bureau rue de Miroménil, le cabinet d'avocats dans lequel il est associé et le domicile de Carla Bruni, Villa Montmorency dans le 16e arrondissement. Une dizaine de policiers ont cherché des documents pouvant confirmer des remises d'espèces de la part des Bettencourt au cours de la campagne présidentielle de 2007. Plusieurs témoignages affirment que Nicolas Sarkozy a effectué plusieurs visites à leur domicile à cette époque. L'ex-comptable de la famille Bettencourt, Claire Thibault, a également toujours dit que 150 000 € avaient été remis à Éric Woerth, à l'époque trésorier de la campagne victorieuse. Nicolas Sarkozy a pourtant pris soin de transmettre il y a 2 semaines au magistrat bordelais son agenda certifié de l'année 2007. Visiblement, cela n'a pas suffi à lever les soupçons de la justice. Avec nous donc 4 sénateurs pour réagir avant tout au discours de politique générale du Premier ministre. Gaëtan Gors, socialiste, bonsoir. Bonsoir. Et candidat sous la forme d'un ticket à la tête du Parti socialiste. Absolument. Je sais quand même que vous suivez de très près l'affaire Bettencourt et les affaires de justice, de financement. Peut-être vous pourrez dire un mot sur le fait du jour, cette perquisition. Avec nous également François-Noël Buffet pour l'UMP, bonsoir. Éric Bocquet pour le Parti communiste et Jean-Marie Vanlerenberghe, centriste. Messieurs, Laurent Fabius n'est pas Jean-Marc Ayrault, même si le premier a donc prononcé au Sénat, vous étiez là, celui du second. Alors il est peut-être difficile pour vous de juger du style du Premier ministre actuel. Qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement majeur de ce discours? Comment est-ce que vous le qualifiez d'abord, Monsieur Bocquet? Écoutez, je suis plus rassuré d'avoir entendu ce que j'ai entendu aujourd'hui par rapport à ce que j'avais entendu hier dans la bouche de Didier Migaud, qui a plombé un peu l'ambiance en ce début de quinquennat. Voilà, aujourd'hui j'entends des choses qui me rassurent un peu. Oui, mais qui s'inscrivent dans un contexte quand même fixé par la Cour des comptes, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais vous savez, il faut que le politique reprenne le pouvoir. Il faut une volonté politique ferme. J'entends bien que les choses ne vont pas se régler du jour au lendemain, mais il faut une volonté d'emblée très forte et affirmée. Bon, vous voteriez la confiance? Nous y réfléchissons. Non, mais vos camarades de l'Assemblée nationale s'abstiennent, et vous? Nous y réfléchissons, nous sommes en discussion sur le sujet. Bon, Monsieur Buffet. Il y a un problème de forme, déjà. C'est que par rapport à l'Assemblée nationale, sur la confiance, au Sénat, il a été choisi de ne pas avoir de vote. Donc les sénateurs ne s'exprimeront pas. Et nous l'avons regretté cet après-midi en séance, que le Sénat ne soit pas mis au même plan que l'Assemblée nationale. J'écoute M. Bocquet, peut-être que le gouvernement aurait eu une bonne surprise du côté des communistes. Il est possible, mais en tous les cas, il n'y a pas de vote, donc on ne saura jamais. Et ça, c'est bien regrettable. Bien, sur le fond du discours, qu'est-ce que vous avez retenu? Sur le fond, la Cour des comptes, hier, avait fixé les règles claires et objectives, y compris par rapport à la gestion de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Pas de querelle d'héritage, d'ailleurs, le Premier ministre l'a dit et l'a reconnu. Bien sûr, mais M. Migaud a dit les choses avec vérité. Et puis cet après-midi, un discours où moi j'entends surtout de la dépense publique en plus et de l'augmentation de la pression fiscale. Après, on peut rentrer dans le détail de toutes les affaires qui ont été annoncées, mais c'est quand même cela qui ressort, et je n'ai pas un sentiment qu'on ait pu dire ou entendre que la situation devait être tenue avec rigueur, que le budget, les dépenses publiques devaient être vraiment maîtrisées fortement. Aucun chiffre n'a été annoncé d'ailleurs sur le fait qu'il faille réduire nos dépenses publiques, tout à l'inverse, et je pense que nous pouvons être inquiets pour les semaines ou les mois qui viennent. Gaëtan Gors, que répondez-vous à cette lecture du discours de politique générale par M. Buffet? Je trouve que cette inquiétude est un peu trop récente pour être tout à fait sincère et honnête, parce que l'inquiétude, on peut l'avoir depuis des années, depuis que la crise a éclaté, depuis que 600 milliards de dettes ont été rajoutés à la situation financière de l'État. Moi, j'ai entendu un discours de vérité et de responsabilité. C'est ce qui d'ailleurs m'a touché, parce que je crois aujourd'hui... Non, je pense que, enfin, là encore, les mots permettent de certaines manières de cacher les réalités. Qu'est-ce que nous devons faire? Engager une politique de redressement. Sur quoi s'appuie une politique de redressement? Sur des économies sur les dépenses publiques et sur un effort de recettes qui doit porter d'abord sur les plus riches. Je dis bien d'abord, ça ne veut pas dire que d'autres mesures ne devront pas intervenir plus tard. D'abord c'est 2012 et ensuite c'est 2013 pour plus de personnes. Ce discours de vérité il est rendu nécessaire par la gravité de la situation économique et financière dans laquelle se trouve ce pays. On ne va pas épiloguer sur les responsabilités, mais en tout cas cette réalité est là, elle s'impose à nous. Et donc nous avons besoin d'un gouvernement, nous avons besoin d'une majorité, si l'opposition veut s'y associer, ce serait de sa part un signe de responsabilité, prêt à prendre les choses en main pour apporter des réponses. Des centristes, si vous voulez. Moi, je pense que la responsabilité. Un appel à une association politique. On peut être dans une opposition responsable, c'est-à-dire qu'on peut considérer que oui, puisque c'est ce que nous a expliqué M. Sarkozy, ce que nous explique aujourd'hui les représentants de l'UMP, oui, la situation est mauvaise. À partir de là, chacun prend ses responsabilités. Oui. Et plus que de polémiquer, on se met au travail ensemble. Jean-Marie Vanlerenberghe, Jean-Luc Borloo a dit qu'il allait bien sûr voter contre le gouvernement à l'Assemblée nationale, mais qu'il était prêt
à un soutien ponctuel sur certaines réformes. Par exemple, la formation professionnelle. Comment est-ce que vous avez reçu ce discours de politique générale ? Il ne faut pas attendre des centristes d'être la roue de secours du gouvernement, soyons sérieux. Je pense que, je ne sais pas si c'était dû au lecteur, au ton du lecteur, mais moi j'ai trouvé que le discours manquait d'âme, manquait de flamme. On attend plus d'un discours de politique générale. J'ai entendu beaucoup parler de justice et je m'en réjouis. Mais on n'a pas entendu parler de rigueur. Et ça, c'est la réalité qui va vous rattraper. Le terme est rejeté. Le terme est rejeté. Il récuse toute rigueur. On récuse. C'est peut-être pas l'avis de M. Bocquet, il va pouvoir s'exprimer dans une seconde. On récuse donc le discours de la Cour des comptes, de Didier Migaud, parce qu'il appelle à la rigueur. Ça ne veut pas dire austérité, ça veut dire rigueur. Et un simple exemple, vous avez décidé de geler les dépenses publiques. Vous avez gelé les dépenses publiques de l'État. Mais en même temps, stabilité des effectifs de fonctionnaires, stabilité globale. Alors comment on va faire pour augmenter les salaires ? Dites-moi. Non, mais la mesure très concrète consiste à il y a des priorités, la justice, l'éducation, la sécurité, et on va y mettre les moyens. Alors on peut toujours dire évidemment que la justice, l'éducation, la sécurité sont une priorité et ne pas y mettre les moyens. Là, il y a un discours qui est clair. Ça va évidemment avoir des conséquences sur les autres ministères, les autres administrations, mais il y a une volonté politique qui va se manifester concrètement. C'est pas un discours qui n'a pas les moyens de sa politique, c'est un discours qui se donne les moyens. Alors vous ne répondez pas à la question sur effectivement la rémunération des fonctionnaires à effectif constant. Effectivement, Didier Migaud l'a très bien expliqué hier. Il est impossible d'augmenter les traitements des fonctionnaires. Moi, je veux bien. Le gel du point d'indice restera la règle, dit-il. Alors, M. Gors, qu'est-ce que vous dites aux fonctionnaires ? Ah non, moi je dis que si on parle d'une politique de redressement et qui demande des efforts, ces efforts porteront notamment sur la fonction publique en matière de rémunération. Ça me paraît aller de soi. Alors tout ça doit être discuté avec les partenaires sociaux, tout ça doit être discuté avec les syndicats, mais parce qu'il ne s'agit pas de prendre des mesures unilatérales. Mais je suis amusé de constater que nos amis qui sont ici, qui ont soutenu une politique qui a consisté à supprimer des postes de fonctionnaires, y compris dans nos écoles, sur le terrain, dans nos zones rurales, dans nos gendarmeries, dans nos commissariats, ils ont soutenu cette politique. Aujourd'hui, ils vont s'offusquer que nous ayons une politique différente. Après tout, c'est assez logique, mais c'est aussi cocasse. Voilà, pas en la tous les cas, politique des centristes. le Premier ministre a dit qu'il y aurait une réduction harmonieuse des effectifs. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est 2,5% de fonctionnaires en moins dans tous les ministères non prioritaires, c'est bien ça. Sur le mandat, c'est le recrutement de 65 000 fonctionnaires en plus sur la durée du mandat. Et c'est annoncé une baisse dans d'autres services, dans d'autres ministères dont on ne connaît pas aujourd'hui encore la liste, mais dont on imagine bien les contours. Donc ça veut dire que de toute façon, les fonctionnaires vont être mis certains services vont être mis en de grandes difficultés. Et puis, c'est annoncé, les collectivités locales vont payer. Ça a été dit. Alors, on va en parler, réforme de la décentralisation numéro 3, et les collectivités locales seront touchées. Monsieur Bocquet peut-être s'exprime, ensuite ce sera à nouveau à vous, Monsieur Wallerenberg. Il y a une phrase qui m'a frappé et que je note avec satisfaction, c'est que le gouvernement semble décider à remettre la finance au service de l'économie réelle. Voilà une formule qui me va bien. Je crois que le cœur du problème, il est là. On nous rebat les oreilles régulièrement avec la dette, le déficit. C'est le dogme absolu ces dernières années et qui empêcherait toute revendication, tout progrès social, tout progrès humain. Le Premier ministre a répété, il ne veut pas être le Premier ministre de la dette, il ne veut pas laisser un héritage aux enfants. J'entends bien, mais il y a des besoins. Il a répété que c'était une règle intangible et qu'il ne fallait pas être dépendant des marchés financiers. Ah non, mais ça, je suis en raison de la dette. Il faut se... On n'entend pas parler de règle d'or. Et un mot là-dessus. Et la réalité va vous rattraper. Parce que, bien sûr, on a décliné, M. Hérault a décliné le programme de François Hollande, mais avec un gros bémol. C'est la mise en musique, mais avec un gros bémol. C'est que les prévisions de croissance sont à la baisse. Alors comment vous allez faire pour trouver les 33 milliards M. Bocquet n'avait pas fini sa démonstration. Merci, oui, effectivement. Moi, j'entends également parler d'évasion fiscale. Hier, dans le rapport de la Cour des comptes, il n'en a été nullement question. L'évasion fiscale, chaque année dans notre pays, c'est entre 40 et 50 milliards de recettes qui manquent au budget de la nation. Ça n'est quand même pas rien. Il y a là une ressource qu'il ne faudrait pas oublier de solliciter, à mon avis. Voilà une piste à creuser dans la durée. C'est un gros dossier à mettre sur le chantier, sur le métier. Mais il faut s'y atteler avec détermination parce que là, il y a de la ressource à dégager pour éviter de toujours solliciter les mêmes. Il y a de la souffrance dans ce pays, ça s'est dit dans les élections. Il y a des attentes très fortes pour changer la vie et vivre autrement. Il faut commencer aujourd'hui, véritablement.
Monsieur Gors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les marques de courage dans le discours de politique générale du Premier ministre face à cette situation? La grande nouveauté par rapport à ce que nous entendions jusqu'à présent, c'est la vérité sur la situation, ce qui n'était pas assumé. Alors, je suis ravi de voir que désormais, effectivement, l'opposition nous explique que la situation est bien pire que ce qu'on pouvait imaginer. Ils auraient dû nous prévenir un peu plus tôt s'ils le savaient. Mais je ne veux pas polémiquer sur ces sujets, parce que finalement, ça nous avancera pas beaucoup. Bah, oui, il vaut mieux éviter pour le bilan que vous avez à présenter. Ça ne nous avancera pas beaucoup. Les signes de courage, c'est de prendre les choses en main. Je l'ai évoqué sur la fonction publique, sachant naturellement qu'il y a des marges de manœuvre entre les bas salaires dans la fonction publique et les hauts salaires. C'est pour ça que je disais qu'il faut regarder par la négociation comment les choses vont évoluer. Qu'un discours de vérité soit tenu aux collectivités locales aussi, mais c'est tant mieux. Alors. Parce que l'idée, c'est une stabilité des dotations. C'est déjà beaucoup mieux que ce que vous avez fait. Stabilité des dotations, ça veut dire que les collectivités sauront sur quoi elles pourront s'appuyer. Le Premier ministre l'a dit, plus d'autonomie. On verra demain de quoi il retourne. Très probablement, ça veut dire aussi que les collectivités auront plus de moyens, en tout cas leur autonomie fiscale sera mieux respectée pour fixer leurs objectifs, ce qui n'était pas la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés ces dernières années, puisqu'on a cessé de réduire cette autonomie fiscale des collectivités. Vérité, c'est de dire aussi, naturellement, que l'effort de redressement supposera que chacun assume ce qu'il a appelé une sorte de patriotisme. Je crois que c'est un terme utile à rappeler. Parce que le patriotisme, ce n'est pas seulement une question qu'on doit brandir lorsqu'il s'agit de revendiquer l'attitude à adopter par rapport aux étrangers, aux émigrés, comme s'il y avait une contradiction. Non, le patriotisme, c'est d'abord à ceux qui ont le plus de responsabilités, de pouvoir et d'argent. Et c'est de ceux-là aussi que nous attendons qu'ils donnent l'exemple, non pas en vantant l'évasion fiscale, comme a pu le faire M. Cameron en Grande-Bretagne, sans que ça suscite d'ailleurs beaucoup de protestations de votre part, mais patriotisme en disant plus j'ai à contribuer à l'effort national, plus je dois le faire parce que le pays est en difficulté. Je pense que nous pourrions au moins convenir de cela, sans polémiquer. Le pays est en difficulté, il y a un devoir de vérité, un devoir de responsabilité, et nous devons les uns et les autres agir dans cette direction. Non pas parce que la rigueur ou les mesures de redressement sont une fin en soi, parce que c'est le socle sur lequel on pourra ensuite engager de véritables réformes et améliorer la condition des gens. François-Noël Buffet. Je voudrais rappeler que le discours de vérité a été tenu, on l'a dit, et M. Migaud le confirme hier dans le rapport de la Cour des comptes, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en matière d'évasion fiscale, M. Cameron n'aurait jamais tenu les propos qu'il a tenus s'il n'avait pas la conviction que les mesures d'imposition à 75% prévues par le gouvernement ne soient pas un moyen de créer une défiance à l'égard des dirigeants de nos grandes entreprises avec la volonté de faire partir les entreprises. C'est ça le problème. Et puis enfin, sur les collectivités locales, ayons raison garder. Nous avons été, et le gouvernement précédent a été le gouvernement qui a mis en place, dans le cadre de la réforme, la péréquation horizontale qui a permis à certains de prendre de l'argent à certains territoires riches pour les donner à des territoires plus pauvres. Il suffit de regarder les résultats des collectivités locales pour voir que la réforme leur a plutôt profité. Moi, je suis d'un territoire qui est celui dans le Rhône de la communauté urbaine de Lyon, qui n'a jamais eu autant de recettes et qui par de fait, donne de l'argent à des départements, un système de péréquation qu'on a bien connu, à des départements les plus pauvres. Donc on était dans un système de justice locale. Ce que vous avez fait, ou ce que vous allez faire, c'est faire payer plus encore les collectivités locales, alors qu'on avait trouvé un système d'équilibre. C'est ça la réalité. Que faut-il faire ? Vous avez promis aux élus locaux pendant plusieurs mois qu'ils étaient maltraités. Je pense qu'ils ont été bien mieux traités qu'ils vont l'être dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Monsieur Wallerenberg. C'est incontestable. Il y a toujours eu une augmentation des dotations. Vous ne pouvez pas le nier. Je peux vous avez manché le DGF, et je ne pense pas qu'il soit exceptionnel. Non, globalement, 5% de moins. Globalement, il y a toujours eu augmentation des dotations. Mais je voudrais que vous n'assimiliez pas les centristes à la majorité, à l'ex-majorité présidentielle. J'ai soutenu François Bayrou comme la majorité du groupe centriste. Le seul qui ait tenu le discours de vérité aux Français, c'est François Bayrou. Avant Didier Migaud. Avant Didier Migaud, bien sûr. Oui. Et donc on est heureux, non pas qu'il y ait justement besoin de rigueur, mais qu'on ait reconnu que le discours de vérité qui avait été tenu par François Bayrou était fondé, justifié. Vous ralliez en quelque sorte à ces positions. Aujourd'hui, François Hollande dans la campagne, il n'a pas fait de promesse. Je dirais un peu, quelque sorte, la queue basse, comme le renard qui a été pris. Eh bien oui, vous êtes rattrapé par les réalités. Monsieur Bocquet, j'aimerais savoir où est-ce qu'on vous classe exactement autour de cette table, hein? Est-ce que vous êtes dans le camp de votre voisin immédiat ou est-ce que vous êtes un petit peu à part? Non, nous ne sommes pas à part. Nous sommes dans une formation clairement à gauche. Oui. Les élus du Front de gauche, tant à l'Assemblée qu'ici, sont clairement des élus de gauche,
qui porteront les propositions et les valeurs qu'on a pu développer dans les campagnes. On aura notre autonomie dans ce Sénat, avec le rôle qu'on y joue, notre originalité, nos propositions. Nous soutiendrons ce qui, à nos yeux, ira dans le sens de l'intérêt des gens et nous condamnerons ce qui ne va pas dans le sens de l'intérêt des gens. Votre soutien sera ponctuel. On jugera aux mesures, on jugera aux propositions. Mais par exemple, demain, il y a ce discours annoncé au Sénat du Premier ministre, sans vote. Est-ce que vous pourriez donner des assurances ici à votre partenaire socialiste à la veille de ce discours important et de cette absence de vote? Aujourd'hui, il y a des raisons, cette absence de vote. Alors, Monsieur Bocquet, et vous répondrez. Je pense que c'est qu'il faut poser comme question. Il n'y a pas eu de vote aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas l'accord des communistes. Soyons clairs. Et donc il n'y avait pas de majorité. Donc on a préféré rentrer le vote. Absence de majorité de gauche au Sénat. Sincèrement, dans la situation où est le pays, avec des hommes qui, puisque ce sont des hommes qui sont sur ce plateau, qui ont eu les responsabilités, qui devraient en assumer le poids. Totalement. Considérer que le débat d'aujourd'hui, où le Premier ministre fait appel à nous dans l'esprit de responsabilité que j'ai évoqué, que le débat c'est de savoir s'il fallait que le Sénat, qui n'a pas d'incidence sur le maintien du gouvernement, n'a pas eu de vote ou non, très sincèrement, c'est dire on essaye d'emmener le débat politique au moment où nous avons des décisions à prendre. L'usage républicain, vous dit-on. Mais Monsieur Bocquet, il ne nous a pas répondu vraiment sur son vote. Sincèrement, il faut manquer d'arguments pour l'avoir fait cela. La situation s'était présentée. Est-ce que vous pouvez nous dire franchement quoi? Écoutez, aujourd'hui, nous avons choisi de ne pas participer au gouvernement, en toute connaissance. Donc de vous abstenir lors d'un vote. Un vote très majoritaire pour décider de ne pas participer au gouvernement, puisque les conditions n'étaient pas réunies pour que cette participation soit possible, puisque c'était le programme de François Hollande. Un point, c'est tout. Bon, voilà, il y a une situation dont on prend acte. Nous ne sommes pas au gouvernement et nous jouerons notre rôle particulier au sein de la gauche. Votre rôle particulier. C'est très clair. Moi, je vais donner une petite satisfaction à M. Gors. Je veux dire, il y a des points sur lesquels nous sommes satisfaits en tant que centristes. C'est par exemple qu'il y ait une part de proportionnel dans les futures législatives. C'est qu'on mette fin au cumul des mandats des parlementaires. C'est que effectivement, on attaque les doublons dans l'administration. Tout ça, ça me paraît très positif. La moralisation d'une certaine façon de la vie publique, me paraît, elle est tout à fait dans le bon sens. C'était d'ailleurs la voie qu'avait suggérée François Bayrou. Encore, il continue de vous inspirer, Monsieur Vallerenberg. C'est la proportionnelle. La nostalgie est un sentiment respectable. C'est la proportionnelle. Nicolas Sarkozy s'était engagé aussi. Sur le sujet du cumul des mandats, on va voir si les choses vont au bout. Parce que ça a été annoncé, c'est très clair. Nous verrons si les choses vont au bout. C'est sans doute parfaitement souhaitable d'ailleurs qu'elles aillent au bout. Enfin, en ce qui concerne le vote, la question c'est le respect du Sénat dans le Parlement. C'est ça la question de fond. Aujourd'hui, le Sénat n'a pas été respecté. On verra demain en tous les cas ce qu'il en sera. Ce sujet, et nous aurons l'occasion. Le Premier ministre sera là, je pense que c'est un signe de respect. Sur l'antenne de Public Sénat, dès demain après-midi, donc de rendre compte de ce discours, de ces propositions de réforme pour les collectivités territoriales, très importantes évidemment. On voit tout ça demain et également à 19h, on sera en direct de la salle des conférences demain avec plusieurs invités bien sûr. Bonsoir, merci messieurs d'avoir participé à ce journal. Bonsoir à tous, à demain donc.